à tous et bienvenue pour ce premier numéro de L'Orient décrypté, une émission de SOS Chrétiens d'Orient. L'objectif sera d'essayer de vous apporter un supplément d'informations sur l'actualité, la vie politique, la politique internationale et la géopolitique des pays du Proche-Orient où se trouve SOS Chrétiens d'Orient ou là où elle ne se trouve pas. Et pour aborder ce premier numéro, donc l'actualité nous oblige, et c'est un plaisir, à parler du Liban. Et pour parler du Liban, qui de mieux objectivement en ce moment que le président de SOS Chrétiens d'Orient, Charles de Meyer, que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. C'est un plaisir de vous revoir, Pierre-Alexandre. Bonjour. Alors, pour parler du Liban, on peut partir éventuellement de cette crise économique donc, qui a précédé l'explosion, mais aussi de cette explosion qui a endeuillé Beyrouth, mais également tout le Liban. Le 4 août, une explosion qui a ravagé, on s'en souvient, le port de Beyrouth, mais aussi les quartiers périphériques, notamment le quartier chrétien de Ashrafieh. Et ça va peut-être nous permettre aussi d'évoquer ensuite les conséquences de cette explosion et la crise qui continue et qui n'en finit pas. Donc, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pas seulement parce que vous êtes le président de SOS Chrétiens d'Orient, parce qu'on aurait pu inviter des chercheurs, il y en a beaucoup, mais vous avez la particularité d'être allé au Liban juste après l'explosion. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu déjà quel était le but de votre voyage et ce que vous y avez constaté ? Ce que j'ai constaté, c'est un pays au bord du désespoir. On va en parler, je crois, au cours de cette émission. Désespoir économique, désespoir du sens, désespoir également devant les dégâts faits par cette explosion, et les économies des familles, à cause de l'inflation, à cause de la crise économique, ne sont pas en capacité aujourd'hui de permettre de rattraper les dégâts qui ont été faits par l'explosion du port. Que s'est-il passé le 4 août ? Eh bien, il y a eu une explosion qui a dévasté le port de Beyrouth, chacun l'a compris, et surtout elle a dévasté une partie de la ville de Beyrouth. Je rappelle que l'explosion était entendue jusqu'à Chypre, donc on imagine la violence du choc. Les quartiers avoisinants, le quartier de Gemaizeh, le quartier d'Ashrafieh dont vous avez parlé, mais aussi le quartier de la Quarantaine, le quartier de Bourj Hamoud, ont été largement endommagés. Il se trouve que l'appartement de SOS Chrétiens d'Orient à Beyrouth est juste voisin. J'ai donc reçu de notre chef de mission une image terrible, notre appartement en partie dévasté, avec l'explosion de meubles, l'explosion de fenêtres de vitres. Pourquoi est-ce que je me suis rendu là-bas sur place ? D'abord parce qu'au début de SOS Chrétiens d'Orient, nous le redisons dans notre hors-série à l'Homme Nouveau, nous considérons qu'il faut d'abord aller pleurer avec ceux qui pleurent, comme nous le demande l'Évangile, et donc aller témoigner, aller incarner la solidarité des Français, la charité des Français envers leurs amis libanais. Deuxième élément, c'est que Jean-Rémy, notre chef de mission, est ô combien compétent pour gérer ce genre d'urgence. En revanche, il faisait face à un afflux de candidatures pour être volontaire, un afflux de projets, évidemment. Les gens avaient besoin qu'on reconstruise soit leur foyer, soit une partie de leurs économies. Et puis, il avait besoin d'une impulsion qui peut être donnée par le président. Un dernier mot, je dois vous le confier, Pierre-Alexandre. Évidemment, le fait de prouver et de nous prouver que c'est une association qui ne s'est pas trop embourgeoisée et dont les dirigeants sont encore capables de se déployer très rapidement sur le terrain faisait un petit peu partie aussi de la volonté de montrer que nous sommes encore là, la jeunesse et le dynamisme de l'association n'ont pas disparu. Bon, ça c'est une excellente nouvelle. Vous parlez de dirigeants. Il y a 1 an et demi, je crois, j'avais rencontré Michel Aoun, donc le président du Liban, qui m'avait dit que son objectif était de faire de son pays la Suisse du Proche-Orient. J'ai l'impression qu'il est un peu loin de la coupe aux lèvres, malheureusement. On le regrette évidemment. Mais est-ce que vous pensez déjà que c'est quelque chose, que c'est un rêve crédible ? Et est-ce que vous pensez surtout que la crise actuelle, plus l'explosion, va faire en sorte que une page se tourne concernant cette classe politique ? Alors, Michel Aoun est une personne extrêmement importante là-bas, il est extrêmement respecté, il est respecté en France également. Tel n'est pas toujours le cas d'autres politiciens libanais. Est-ce que vous pensez, et le peuple libanais a l'air de le penser également, parce qu'on se plaint de cette vieille classe dirigeante séparée donc sur la répartition des pouvoirs, vous pourrez peut-être nous en parler un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'on va tourner la page de cette classe dirigeante qui commence à vieillir et pas toujours bien? Un premier mot. Moi, je crois que pour les relations internationales et pour la place d'un pays dans le monde, l'histoire et la géographie commandent. Je pense qu'il faut empiriquement comprendre quel doit être le destin
la destinée presque d'un pays. Et donc je crois que la destinée du Liban, à la fois du fait de sa façade géographique, de son peuplement ethnique, de son histoire, de son imbrication très particulière au sein du monde à la fois arabe, mais pas seulement, de ses racines phéniciennes, fait que le Liban doit en effet être la Suisse du Proche-Orient. Sauf que voilà, ça n'est pas... Est-ce qu'elle en a la capacité ? Aujourd'hui, elle n'en a pas la capacité. Et donc cette disjonction entre son destin et son état de fait est évidemment très douloureuse pour le peuple. Vous avez été, comme beaucoup, témoin des manifestations monstres dans le cœur de Beyrouth, de son exaspération. On a parfois parlé de gilets jaunes à la libanaise. De quoi se plaignent les manifestants ? Ils se plaignent du fait que les compétences, les richesses humaines du Liban font que ce dont ce pays souffre n'est pas normal, n'est pas acceptable. Il n'est pas normal qu'avec la masse d'ingénieurs, d'avocats, de personnes extrêmement qualifiées qui vont partir travailler aux États-Unis, en Europe, dans le monde arabe, le Liban n'ait pas accès à l'électricité en continu, à l'eau en continu et à une économie autonome nationale. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Libanais en ont assez de compromis qui aujourd'hui ne servent pas l'intérêt général. D'abord, les accords de Taïf, qui ont été signés sous l'égide de l'Arabie saoudite, mais aussi des puissances internationales, qui figent une représentation politique libanaise qui aujourd'hui ne satisfait quasiment plus personne. Évidemment, c'est pas à moi de vous dire quelle doit être la solution, c'est aux Libanais de la trouver, mais de fait, ils n'en sont plus satisfaits. Par ailleurs, la corruption endémique dans le pays, des accords boiteux suite à des conflits, font qu'aujourd'hui, les Libanais sont dans la rue. Pour moi, 3 solutions. La souveraineté du Liban, la souveraineté sur ses 10 452 km² de territoire. Deuxièmement, la mise en avant de cette génération qui est compétente et que le Liban doit garder, sinon l'émigration va finir de tuer le pays. Et troisièmement, enfin, la fin des boulets que la communauté internationale impose au pied du Liban. C'est-à-dire d'abord la présence de réfugiés palestiniens en nombre, d'armes. La moitié du pays. D'armes dans les camps palestiniens avec des extraterritorialités qui blessent la souveraineté du Liban. Deuxièmement, la présence des réfugiés syriens. La Commission européenne admet avoir, depuis 2011, donné 2,4 milliards d'euros au Liban. Sur ces 2,4 milliards d'euros, quasiment 2 milliards n'ont été à destination uniquement des réfugiés syriens. Évidemment, il y a une explosion sociale au Liban. Et pourquoi est-ce que ces réfugiés syriens sont là ? Parce que la communauté internationale refuse de procéder par négociation et par plan à leur réinstallation dans leur pays d'origine, à savoir la Syrie. Quand on connaît l'histoire complexe, très douloureuse du Liban et de la Syrie, évidemment, c'est dramatique. Mais c'est dramatique aussi parce que cela bouleverse les équilibres démographiques au sein du Liban. Et justement, tout cet accord politique libanais tient à un équilibre démographique très savant. Si vous imposez quasiment 1 million de sunnites en plus dans le pays, évidemment, vous rendez la cohabitation religieuse, ethnique, politique encore plus compliquée. Oui, parce qu'à l'instant où l'on parle, on vient de fêter en gros le centenaire finalement de la création du Liban. Mais à l'époque, c'était une demande donc des chrétiens pour se tailler en fait une espèce de territoire protégé, justement, de la présence et de la menace même de certains musulmans autour d'eux. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un territoire chrétien, ni même majoritairement chrétien. Est-ce que les chrétiens sont encore majoritaires au Liban ? Alors ça, vous savez, le décompte démographique n'a pas été fait depuis les années 30 au Liban, et je pense qu'aujourd'hui, personne ne le souhaite. Ouais. Visiblement, les Libanais chrétiens sont majoritaires sur plus de 50% du territoire du Liban, mais en revanche, ils sont démographiquement minoritaires. Donc il y a une disjonction entre ce que ça représente territorialement sur l'identité du pays, avec l'histoire en plus, puisque sans les Maronites, le Liban n'existerait pas, sans d'autres confessions évidemment, mais dans son essence, dans sa création. Et puis, évidemment, la guerre démographique en place dans l'ensemble du Proche-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les chrétiens du Liban, aujourd'hui, ils ont un rôle pour le Liban en particulier, mais pour l'ensemble du Proche-Orient également. Imaginez l'ensemble de ces pays, de ces chrétiens des pays avoisinants qui parfois regardent vers le Liban en le regardant comme un exemple de communauté chrétienne qui a réussi à défendre sa place particulière. Eh bien, ces gens sont particulièrement inquiets. Ils se disent que si même parce qu'on le Liban vit peut-être la disparaît, fin de cette période, effectivement. Ils se disent que, évidemment, le sens de leur présence, et SOS Chrétiens d'Orient insiste beaucoup sur le sens de la présence des chrétiens d'Orient au Proche-Orient, est grandement en danger. Alors, pour les personnes qui vous regardent ou vous écoutent, il faut rappeler peut-être que le Liban est partagé entre 3 très grosses communautés, donc les chrétiens maronites, les sunnites et les chiites. Et la répartition des pouvoirs se fait précisément sur des bases religieuses.
Et aujourd'hui, donc, ça a été un compromis qui a très bien fonctionné, j'ai l'impression, enfin, qui a fonctionné en tout cas pendant longtemps. Maintenant, est-ce que vous pensez que nous sommes arrivés au bout de ce processus de répartition des pouvoirs, non pas sur des bases de candidature personnelle, mais sur des bases religieuses? C'est-à-dire, le président est un chrétien, le Premier ministre est un sunnite et le président du Parlement est un chiite. Deux réflexions là-dessus. Et j'avoue tout de suite que je n'ai pas la réponse. Première réflexion, on ne peut pas imposer un modèle de démocratie libérale au Liban. Le Liban doit être une démocratie qui associe des communautés qui acceptent par un pacte de coexister entre elles. Et ça, cet équilibre, il doit être délicatement défendu. Ceux qui essayent aujourd'hui d'importer au Liban des combats, des idées européennes, en gros, la démocratie libérale ultra-progressiste, dont on voit l'essoufflement jusqu'à chez nous. Oui. Et qui a fait la preuve de son échec le plus criant en Afrique, notamment. Par exemple. On Où connaît les travaux de Bernard Leblanc, sur par des exemple, guerres, des guerres là-dessus. civiles. Oui. Bien. Ils sont en train de mettre le feu à un endroit où il faut où il n'y vraiment avait pas le feu. où il n'y avait pas le feu. Deuxième élément, comment faire pour que ceux de ces habitants qui réclament une organisation politique un peu plus aboutie que cette répartition communautaire, qui réclament pour beaucoup un état civil unifié, respectueux de la liberté de chaque personne, adviennent, moi j'ai pas la réponse. En revanche, je sais ce qui met en danger ces projets. Ce qui met en danger ces projets, c'est les pays qui ont intérêt à déstabiliser le Liban et qui sont très présents. Ce qui met en danger ce projet, c'est la radicalisation du monde islamique partout au Proche-Orient. On le sait avec des vidéos de l'INA. Regardez l'Afghanistan dans les années 30 et l'Afghanistan aujourd'hui, vous voyez la différence. Et ça, c'est un mouvement qui est présent partout. Et enfin, dernier élément, le fait que quand on a déstabilisé une partie du Proche-Orient, on déstabilise tout le Proche-Orient. La destruction de l'Irak, la mise sous tutelle de la Syrie et maintenant les dangers afférents au Liban sont des imbrications qui se tiennent. Souvenons-nous de qui met la pagaille au Proche-Orient. Demandons-nous si ce que nous ne pouvons pas souhaiter, c'est la restauration d'un ordre équilibré, juste, qui sache parler avec l'ensemble des parties prenantes du Proche-Orient, chiites comme sunnites, chrétiens comme druzes, plutôt que d'une démocratie où vous prenez du Donald Trump qui insulte les pays du Proche-Orient avant de venir serrer la main des pires crapules saoudiennes. Alors, le Liban a quelques voisins effectivement assez remuants. L'un d'entre eux, et Aoun justement en parlait, c'est Israël. Israël qui viole très régulièrement l'espace aérien libanais pour aller bombarder la Syrie, et qui apparemment a des relations assez houleuses avec le Liban. Et l'autre voisin remuant, c'est la Syrie, précisément, qui a une histoire extrêmement compliquée et sensible avec le Liban, puisque il y a eu le Liban a été un peu arraché à la Syrie, en tout cas pour les Syriens. C'est pas ce que diraient mes amis libanais. Non, je sais, mais c'est ce que pourraient dire des Syriens. Et aujourd'hui, après, il y a eu une occupation syrienne qui a duré longtemps, jusqu'à l'assassinat de Rafiq Hariri. Comment le Liban peut-il gérer la présence de deux voisins que, par définition, il ne pourra jamais éviter, puisqu'ils sont là, ils existent, ce sont deux États constitués? Alors d'abord, comment tirer son épingle du jeu à travers ça? D'abord, le Liban peut tirer son épingle du jeu si on ne passe pas tout à ses voisins. Et le fait qu'Israël méprise régulièrement la souveraineté du Liban est un scandale de politique internationale. Dont l'ONU se fiche, pardonnez-moi de vous le dire, mais il y a eu plusieurs plaintes et l'ONU ne réagit pas. Donc qui est particulièrement intolérable, et qui est d'autant plus intolérable qu'on entend, après l'État d'Israël, se plaindre de l'affection d'une partie des Libanais pour le Hezbollah. Mais l'affection d'une partie des Libanais pour le Hezbollah, c'est que justement le Hezbollah se sert de ce mépris d'Israël pour la souveraineté du Liban pour justifier le maintien de ses armes et de ses capacités militaires. Donc aujourd'hui, tant que la communauté internationale n'impose pas à l'État d'Israël dans son rapport avec le Liban un rapport de réciprocité et d'équilibre, elle n'a aucun crédit pour parler à certains Libanais, et deux, en plus, elle renforce la présence du Hezbollah. D'accord. Alors vous venez de prononcer le mot magique, le mot tabou, on ne sait pas, le Hezbollah. Le Hezbollah est un acteur central dans la vie politique du Liban. Enfin, central, maîtrisons quand même, c'est 10% de la Chambre au Liban. C'est 10% de l'Assemblée nationale. Mais beaucoup de commentateurs ou d'observateurs disent qu'en gros, ils font un peu la pluie et le beau temps. Est-ce que c'est vrai d'abord ?
vous connaissez le pays depuis longtemps, et que représente le Hezbollah dans la vie politique libanaise? Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, il y a des questions de maîtrise du territoire qui posent problème. La place du Hezbollah autour de Baalbek, dans la Bekaa et au sud du Liban, pour un pays qui veut s'unifier, qui veut former une communauté nationale unie, elle pose évidemment question. Ça, c'est aux Libanais d'y répondre. Ce que j'entends de beaucoup d'hommes politiques chrétiens qui ont affaire au Hezbollah, soit avec eux au gouvernement, soit contre eux en politique, c'est que quasiment tout parti confondu, ils se plaignent de son influence. Ils se plaignent du fait que, à cause de ce non-règlement de la question, le Hezbollah continue à avoir des armes au sein du Liban. Ils posent cette question très légitimement, et d'un certain nombre de phénomènes, de captation de marchés publics, etc. etc. Très bien. Ce qu'il faut dire, c'est que ce que demandent les chrétiens majoritairement, c'est une neutralité du Liban sur la scène locale. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être pris en étau entre le monde arabe, le monde turc et le monde, en gros, considéré comme perse chez certains. Et ça me paraît très juste et très équilibré. Un pays qui pourrait très bien faire ça et qui a vocation à parler à tout le monde, c'est la France. Si la France arrive à assumer qu'elle parle par le canal des chrétiens principalement et pour une politique équilibrée au Proche-Orient, qui ne néglige aucun partenaire, Israël, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Liban, etc., je crois que nous pouvons être un moteur du redressement du pays. Alors j'aimerais bien avoir votre avis, Charles de Meyer, donc président de SOS Chrétien d'Orient. Vous venez d'évoquer la France précisément sur l'action qui a été menée ces derniers temps par Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron avait reçu Michel Aoun à Paris il y a, je crois, 2 ans. Là, il y est allé après l'explosion du port. Et donc il a officiellement parlé à Michel Aoun. Et on a appris qu'il avait également officieusement parlé ou accepté de parler avec le Hezbollah, qui est, alors rappelons-le, classé mouvement terroriste par... Pour sa branche militaire. Voilà. Alors, ça a néanmoins créé un petit scandale. Est-ce qu'il a eu raison de parler au Hezbollah? Et que pensez-vous de l'action qu'il entend mener au Liban, et notamment sa volonté de redresser un pays, ou de contribuer en tout cas au redressement de ce pays? Moi, je suis sur la ligne d'une très bonne amie au Liban, qui est très critique du Hezbollah, qui s'appelle Sophie Hakel, et qui dit que, en personne, le but d'une diplomatie, c'est de parler avec tout le monde, et donc je vois pas du tout le scandale qu'il y aurait à parler avec le Hezbollah politique. La question, c'est est-ce que les partis, notamment les partis chrétiens au Liban, demandent que le Hezbollah soit classé terroriste? Et je crois pouvoir dire que la quasi-totalité d'entre eux demandent que le Hezbollah soit désarmé, mais ils acceptent très bien sa représentation politique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils notent qu'il y a une disjonction dans ce qu'il peut représenter politiquement. Si le président français arrivait par exemple à obtenir le fait que le Hezbollah reste un partenaire politique au Liban pour une représentation politique au Liban de la communauté chiite, pour le dire clairement, mais qu'en même temps sa capacité militaire au sein du pays cesse d'être un problème d'État dans l'État, ça me paraîtrait être une très bonne action. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que le monde arabe a cessé de s'intéresser au Liban, notamment parce qu'il n'a plus l'argent nécessaire pour le faire. La nature ayant horreur du vide, ce monde arabe est en train d'être remplacé par la puissance turque néo-ottomane d'Erdogan. Il est donc très bien, très sain que Macron, dans le contexte de tension avec la Turquie et de manœuvre de la Turquie dans la région, se soit rendu sur place. Globalement, ce que je peux dire, c'est que Emmanuel Macron a dit de belles choses, fait plutôt de belles choses au Liban, comme il le fait avec Chypre et avec la Grèce. Le problème, c'est que pour le Liban, il faut que nous arrivions à mettre en accord les discours d'Emmanuel Macron avec la politique nationale de puissance que nous voulons, de foyer de puissance, et puis notre système d'alliance internationale. On ne peut pas être allié de la Turquie dans l'OTAN et devoir avoir une diplomatie française qui la combat dans son influence au Liban, notamment au nord du pays, à Tripoli et dans le Hakkar. Alors, il nous reste 1 minute, et ce sera peut-être votre mot de conclusion à la suite de ma dernière question. Les pays ont une diplomatie, mais finalement, les ONG ont aussi une diplomatie à leur niveau. Pourquoi avez-vous maintenu vos antennes au Liban? Parce que l'exode rural au Liban précède l'émigration, et l'émigration est le premier danger qui court les chrétiens du pays. Aujourd'hui, SOS Chrétien d'Orient est là, dans des villages dont les Libanais ignorent jusqu'à l'existence pour certains d'entre eux. Et je vous invite à nous rejoindre, parce que vous pourrez voir que à Beyrouth, comme dans nos antennes reculées du pays, vous pouvez changer la donne au Liban. Charles de Meyer, merci. Vous êtes le président de SOS Chrétien d'Orient. Et ainsi s'achève donc ce premier numéro de l'Orient décrypté.